Ces derniers mois, les taux d'intérêt ont été au centre de l'actualité grâce aux actions des banques centrales, grâce au relèvement des taux d'intérêt, si bien qu'aujourd'hui, la question qui domine est-ce qu'on est presque au bout de ce cycle de resserrement? Question importante de par l'impact sur la croissance de l'économie, de par l'impact sur le marché financier. Et pour parler de tous ces sujets-là, il y aura d'abord une conversation avec Hélène Bochon où on va parler de est-ce que nous sommes au pic des taux officiels aux États-Unis et en zone euro, quelles sont les implications des resserrements monétaires dans le passé pour la croissance et pour l'inflation. Puis je parlerai à Richard Mal pour esquisser, pour analyser l'influence de la hausse des taux d'intérêt sur l'immobilier et ses différents segments. Et puis pour finir, je parlerai à François Faure de ce qui se passe dans le monde émergent, influence ou pas du resserrement monétaire américain sur les pays émergents, et puis comment se fait-il que certains pays peuvent déjà commencer à assouplir les taux d'intérêt. Bonne émission. Bonjour Hélène. Bonjour William. Alors, tu es chef économiste adjoint, tu diriges l'équipe OCDE, on entre immédiatement dans le vif du sujet. Le pic des taux, c'est pour demain? Je dirais qu'on peut l'espérer, oui, en tout cas pour les États-Unis et pour la zone euro, c'est notre scénario central en tout cas, mais au moment où on se parle, c'est assez difficile d'être beaucoup plus affirmatif que cela, parce qu'en effet, on a des signes de décélération de l'inflation, de l'activité, du marché du travail, mais en fait ces signes sont à ce jour quand même plutôt limités et donc insuffisants pour faire clairement pencher la balance en faveur d'une nouvelle hausse de taux d'intérêt ou en faveur du statu quo. Ce qui plaide en faveur du statu quo, selon nous, c'est la longueur des délais de transmission de la politique monétaire qui invite à la patience et à la prudence pour éviter le resserrement de trop. Et en fait, à propos de bon degré de restriction de la politique monétaire et puis de résistance aussi de la croissance américaine en particulier, en fait, ça me fait penser à une autre question. Est-ce que la Fed ne serait pas en train de réussir un atterrissage en douceur de l'économie américaine, ce qu'on appelle un soft landing? Qu'est-ce qu'on peut en dire, William? Sans doute, c'est ce qu'elle espère, mais en fait, elle n'en parle pas, ne fût-ce que afin de ne pas être critiqué après si jamais la réaction de l'économie devrait être plus sévère. Mais le soft landing, c'est en quelque sorte l'espoir ou l'ambition de chaque banque centrale qui entame un cycle de resserrement. La seule expérience aux États-Unis historique, c'est 95, Alan Greenspan, très fort relèvement des taux d'intérêt en 94. Et donc là, par miracle, on arrive à un atterrissage en douceur, l'économie ralentit, l'inflation sous contrôle et donc ils peuvent arrêter à monter les taux d'intérêt. Aujourd'hui, c'est prématuré d'en parler, mais il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir parce que le marché du travail affiche une grande robustesse et donc quelque part, ça donne l'espoir que si l'inflation baisse suffisamment et avec un marché du travail qui reste bien orienté, peut-être oui, il y aura l'atterrissage en douceur. Mais donc tout en fait, tout est focalisé sur l'inflation. Alors il y a le headline qui a baissé, mais pour le reste, qu'est-ce que tu en penses? C'est ça, c'est qu'on observe bien une baisse de l'inflation aux États-Unis comme en zone euro, mais cette baisse est pour le moment largement imputable à la baisse de la composante énergétique de l'inflation. Donc c'est une condition nécessaire mais pas suffisante. En zone euro, en fait, l'inflation alimentaire conserve un rôle important. Elle explique quand même encore environ 40% de l'inflation totale. Aux États-Unis, c'est 20%. Et donc l'ingrédient effectivement qui manque aujourd'hui pour observer une baisse plus franche de l'inflation, c'est la baisse de l'inflation sous-jacente. Or, celle-ci est encore élevée et en fait essentiellement à cause de la résistance de l'inflation dans les services. Et cette résistance, elle est elle-même en partie le reflet de la résistance de la croissance. C'est un point qu'a souligné la Banque centrale européenne, où notamment dans le secteur du tourisme, il y avait une capacité des entreprises à augmenter leurs prix parce que la demande, elle est extrêmement dynamique. C'est ça. Et ce qui amène en fait à reporter la question de cette crédibilité ou de cette efficacité de la politique monétaire sur quelle est la vision des marchés obligataires. Parce qu'on s'est interrogé sur est-ce que les taux directeurs ont atteint leur pic, est-ce que c'est la même chose sur les taux d'intérêt longs, voilà, comment on peut voir la situation.
En fait, au niveau crédibilité de la Banque centrale, ça a été une réussite jusqu'ici. Les hausses de taux ont été tellement rapides, sont très rapidement succédées, ont été très importantes en cumulé, et il en découle que les anticipations d'inflation telles qu'on les retrouve dans le marché obligataire sont tout à fait sous contrôle et sont relativement faibles. Donc, ça veut dire aussi que la dynamique des taux longs dépendra essentiellement des anticipations au niveau de la politique monétaire. C'est pour cette raison que je t'ai posé la question, est-ce qu'on est au pic ou pas? Parce que c'est ça qui va dicter si les taux longs peuvent baisser. En fait, tout porte à croire qu'avec une perspective d'un début d'assouplissement monétaire progressif, lentement, etc., en 2024, que c'est un élément qui va provoquer des anticipations auprès des investisseurs obligataires et conduira donc à une baisse lente, progressive des taux longs en 2024. Et en fait, ça me fait penser aussi, si on élargit la problématique du soft landing, possibilité ou pas, et si on élargit en fait cette thématique à un autre scénario idéal intitulé les Goldilocks qu'on a observé dans les années 90. Est-ce que c'est possible aujourd'hui ou pas? C'est pas du tout évident. En fait, c'est désirable, bien évidemment, mais ça paraît somme toute assez probable, puisque cette période de Goldilocks... un peu optimiste, Goldilocks bis. Alors, un Goldilocks bis, effectivement, ça paraît optimiste, dans le sens où cette période, c'était une combinaison idéale de croissance forte, sans inflation, en partie due à une caractéristique très particulière de cette période-là, l'émergence des nouvelles technologies de l'information et de la communication qui ont généré des gains de productivité. Aujourd'hui, on pourrait se demander si la vague actuelle des investissements verts et dans l'intelligence artificielle est à même de soutenir aussi la croissance et de contenir l'inflation via des gains de productivité attendus. À long terme, peut-être. Dans l'immédiat, probablement pas. En tout cas, il y a débat, il n'y a pas consensus. Ce qu'il faut avoir aussi en tête aujourd'hui, c'est que le cycle actuel est très particulier, avec des dynamiques très particulières en termes de salaire et de comportement de marge des entreprises. Et la modération de ces dynamiques est essentielle, déterminante pour entraîner la convergence de l'inflation vers la cible de 2%. Donc, autant dire que les chances d'un scénario type Goldilocks paraissent minces. Les conditions favorables sont incertaines et effectivement, et si on prolonge sur cet aspect incertitude, et j'ai en tête en fait plutôt des risques à la baisse sur la croissance, il faut aussi tenir compte des éventuelles non-linéarités, effectivement, dans la réaction de l'économie au resserrement monétaire en particulier. Quels sont les risques à ce niveau-là? Oui, tout à fait. En fait, je pense que le scénario cauchemar des banquiers centraux où ils constatent, ils espèrent que jusqu'ici, ils ont bien réussi leur politique et puis quand même, il y a un développement très négatif qui en fait pourrait trouver son origine soit dans un constat dans le chef des entreprises qu'elles ont surestimé la demande, donc c'est un élément important, on ne peut pas l'exclure, ou encore dans le marché financier. Ou dans le marché financier, je pense à la bourse, je pense également au marché obligataire corporate, que quelque part on finit par se réaliser que les anticipations bénéficiaires sont trop optimistes et que donc là, il y aura un mouvement de correction. C'est assez fascinant en fait que à l'instant T, nous avons à la fois cet espoir en quelque sorte d'un soft landing, pour ne pas dire Goldilocks bis, et en même temps on a cette inquiétude que ça pourrait devenir non linéaire. En tout cas, nous aurons l'opportunité de revenir souvent sur ces sujets dans les prochains mois et avec ton équipe également dans les publications et vidéos. Merci beaucoup pour cet échange et donc maintenant je passe à un entretien pour nous focaliser sur un secteur qui est significativement touché par la hausse des taux d'intérêt, en l'occurrence le secteur immobilier, dont je parlerai avec Richard Mal. Richard, bonjour. Bonjour. Alors, tu es directeur de la recherche immobilière au sein de BNP Paribas Real Estate. L'immobilier, les taux d'intérêt, il y a un lien entre les deux. Les taux ont monté, les taux d'intérêt ont monté. Quel est ton point de vue sur les conséquences que ça a eu et que ça peut encore avoir sur la classe d'actifs? Effectivement, l'immobilier d'entreprise a été vraiment touché par la remontée des taux d'intérêt avec deux facteurs en jeu. Alors le premier facteur, c'est la forte remontée
des taux de court terme, qui jouent notamment dans le crédit immobilier pour les investisseurs institutionnels. Avant, ils pouvaient faire de l'effet de levier avec des taux bas relativement bas et finalement proposer des produits immobiliers relativement attractifs, et ce, même avec des rendements locatifs très faibles. Premier sujet. Deuxième sujet, eh bien, les investisseurs comparent souvent le rendement immobilier au rendement de long terme. Et là encore, la hausse du rendement obligataire assez forte fait que l'immobilier est un peu moins attractif. Et donc, globalement, qu'est-ce qui se passe? On a des rendements immobiliers qui progressent, ce qui impacte à la baisse les prix, et c'est ce qui se passe depuis 2022. Un autre facteur qui, je dirais, complique la donne, c'est progressivement, on constate quand même une perte de momentum de l'économie. On parle ici en particulier zone euro, un ralentissement de croissance. Et en fait, nos propres prévisions tablent plutôt sur une stagnation de l'activité dans les prochains trimestres. C'est un facteur aussi qui joue pour l'immobilier commercial. Oui, alors effectivement, l'économie est en difficulté, mais on peut quand même la considérer comme résiliente compte tenu de l'ensemble des facteurs qui l'impactent. Ça, c'est le premier point. On a un marché de l'emploi qui est quand même assez robuste, qui tient pour le moment, et finalement, le marché locatif des bureaux est encore relativement sain avec une assez bonne demande. Néanmoins, oui, il y a le sujet du télétravail. Et forcément, ça a impacté à la baisse la demande de bureaux pour les entreprises. Alors on a quelques secteurs, notamment périphériques, qui eux sont en berne, beaucoup moins demandés, mais par contre, les meilleures localisations, elles sont toujours très recherchées, avec des taux de vacances relativement bas, des loyers qui progressent. C'est vrai pour les QCA, les quartiers centraux d'affaires parisiens, mais également dans les principales villes européennes. Et au global, qu'est-ce qui se passe aussi? C'est cette inflation qui pousse à la hausse les loyers, et ça contrebalance en partie seulement, mais en partie tout de même, la hausse des taux sur la baisse des prix. Une consommation des ménages qui bon, je ne vais pas dire s'essouffle, mais quand même devient moins dynamique. C'est un élément d'attention pour, par exemple, l'immobilier commercial et les centres commerciaux. Alors, oui, ça c'est sûr que c'est un sujet, mais néanmoins, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a eu une décote des prix sur l'immobilier commercial qui a déjà débuté en 2015. On a eu aussi l'impact Covid qui était relativement importante pour ce type de classe d'actifs. C'est après un sujet de sélectivité. On a dans les bons endroits une bonne demande et des centres commerciaux déjà en difficulté qui, eux, finalement accentuent leur perte. Et la logistique se développe toujours. Totalement. Tendance lourde à la hausse. Clairement, avec une progression des loyers qui est assez forte, des taux de vacances qui sont relativement bas dans ce secteur, de bonnes perspectives sont là pour le secteur de la logistique, même si on a une décroissance des prix qui était assez forte en 2022, un peu moins en 2023, mais après on a des perspectives plus positives. Ouais. Ok, donc en fait c'est assez hétérogène. Alors on n'a pas encore parlé d'immobilier résidentiel, également touché par la hausse des taux d'intérêt. Quel est ton point de vue? Oui, alors le sujet de l'immobilier résidentiel, ça a un impact via le crédit immobilier. Alors on peut finalement parler des différences entre pays. Les pays les plus touchés, c'est l'Allemagne ou des pays nordiques comme les Pays-Bas, le Danemark, la Suède, avec des baisses de prix de l'ordre de 10% sur un an. On a des pays qui sont un peu plus résistants quand même, comme de l'Espagne ou l'Italie. Et en France, c'est essentiellement les grandes villes, Paris, Lyon et Marseille, avec des baisses de l'ordre de 10% qu'on peut constater. Mais dans l'ensemble, il y a quand même deux facteurs qui soutiennent des prix élevés en France, mais également comme ailleurs. L'inflation, d'une part, pousse à la hausse la capacité de remboursement des emprunts. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, notamment en France, on a des ménages qui quittent des destinations chères vers des destinations moins chères. Et ce qui fait qu'un scénario central, tout confondu en France, de baisse des prix de l'ordre de 10% sur le cycle, paraît encore assez probable. Alors, tout à l'heure, tu as fait référence au mot-clé dans le secteur qui est localisation, mais un autre mot s'ajoute qui est la qualité de l'immeuble sous l'angle empreinte carbone. C'est un facteur de dynamisme pour le marché? Alors, c'est un facteur de dynamisme, mais également d'hétérogénéité, parce que c'est une lourde question qui a tendance finalement à accentuer les différences de valeur entre actifs, que ce soit en résidentiel comme en immobilier d'entreprise. Alors on peut considérer quand même que la France est assez en avance
dans les normes environnementales européennes et notamment sur la location des logements avec des difficultés énergétiques, ce qu'on dit communément les passoires énergétiques. Il faut savoir qu'en France, sur les 30 millions de résidences principales, on en a plus de 5 millions qui ont un diagnostic de performance énergétique F ou G. Ça, c'est le premier point, mais également en immobilier tertiaire, on a 63% de bureaux en Île-de-France qui ont plus de 20 ans. Et ça fait qu'au finalement, on entre dans une longue période de reconstruction ou de lourds travaux du parc existant et qui s'attend devant nous. Donc, beaucoup d'investissements à faire. Effectivement, mais bien localisé. Des économistes et bien localisés. On a commencé notre échange avec les taux d'intérêt. Dans notre scénario de base, nous tablons sur un début de baisse des taux d'intérêt aux États-Unis et puis en zone euro en 2024. Qu'est-ce que tu peux dire au niveau de l'inertie du marché immobilier par rapport à la dynamique des taux d'intérêt? Est-ce que l'inertie est telle que le choc, entre guillemets, que nous avons vécu lié à la hausse des taux d'intérêt se fera encore ressentir pendant un certain temps, ou est-ce qu'il pourrait y avoir une réactivité relativement favorable à ce début de baisse des taux d'intérêt? Alors, effectivement, entre le début de baisse des taux d'intérêt et le ressenti et l'action sur le marché immobilier, on pourra avoir 6 mois, voire 1 an de délai qui devrait s'opérer. Et c'est pourquoi, si les taux diminuent, essentiellement pour les taux directeurs, un peu peut-être les taux longs, on devrait avoir une amélioration du marché, ou peut-être reprise des prix pour les meilleures localisations, mais seulement à partir de 2025. Ok, bon, ça c'est un message qui est très clair. Ce n'est pas la première fois que tu passes sur notre antenne, façon de dire, donc on n'hésiterait pas à te réinviter pour une émission d'Eco TV Week pour faire le point sur le marché immobilier. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Pour ces éléments et bon, au plaisir de se retrouver bientôt. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bonjour François. Bonjour William. Alors, en tant que responsable de la recherche RIS-Pays, tu as dû suivre avec un inconfort grandissant, je suppose, la politique de resserrement agressif de la Réserve fédérale américaine. Qu'en est-il? Alors effectivement, c'est toujours un risque que l'on regarde de près parce qu'on sait que lorsque la politique monétaire américaine est resserrée, ça a un impact négatif sur les pays émergents via ce qu'on appelle les sudden stops, c'est-à-dire le fait que des flux d'investissement de portefeuille se retirent des pays émergents. Alors ce qu'on a remarqué depuis le dernier durcissement de la politique monétaire américaine, c'est que justement les investissements des non-résidents sur les marchés obligataires des pays émergents se sont assez bien maintenus, autour de 13 milliards de dollars par mois, ce qui est pratiquement la moyenne historique depuis 2015. Alors ça ne veut pas dire que des pays n'ont pas été affectés, certains l'ont été, mais beaucoup moins que ce que l'on a en tête. Et d'ailleurs, les études économétriques montrent que lorsque la politique monétaire américaine est durcie, il y a peu de banques centrales qui durcissent leur politique suite au durcissement monétaire américain. Alors c'est le cas traditionnellement des banques centrales sud-américaines, le Mexique principalement, un peu la Colombie. C'est également le cas de l'Afrique du Sud et de l'Indonésie, mais guère plus. Et dernier point, lorsque l'on regarde les taux CDS spread à 5 ans, qui sont une mesure de la prime de risque. Alors, ils ont augmenté par rapport à ce qu'ils étaient même avant la pandémie, mais pas très significativement. Et là où ils ont beaucoup augmenté, c'était pour des raisons propres au pays et pas liées à la politique monétaire américaine. Donc en fait, on peut dire qu'en général, il y a une assez grande sérénité de la part des investisseurs étrangers par rapport au marché émergent. Oui, alors il y a eu effectivement sur la période dont je parle, d'1 an et demi, il y a eu des hauts et des bas, mais en moyenne, ça s'est plutôt bien tenu. Et du coup, on ne peut pas dire que les conditions monétaires se soient vraiment durcies dans les pays émergents. Et qu'est-ce qui explique cette sérénité ? Je pense que d'une part, les politiques économiques suivies par les pays émergents, je pense répondent à une certaine orthodoxie, donc ça rassure les investisseurs étrangers. Les banques centrales sont assez réactives, les gouvernements aussi.
Et puis c'est peut-être aussi la période qui était très très particulière hein, de Covid, post-Covid, qui fait que finalement en moyenne ça s'est plutôt bien passé pour les pays émergents en ce qui concerne leurs conditions de financement. Au niveau des pays développés, le débat fait toujours rage, est-ce qu'on est au pic des taux ou pas, tandis que dans le monde émergent, il y a déjà des pays qui ont assoupli leur politique monétaire. Oui, alors il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a que deux. Hein. Il y a le Chili et le Brésil, effectivement. Alors, il faut savoir qu'au Chili et au Brésil, bon, le Chili est en quasi-stagnation depuis 2022. Au Brésil, la croissance est très faible, même si elle s'est redressée au premier semestre. Donc, ceci explique cela. Pour les autres pays, l'assouplissement monétaire va être, à mon avis, très mesuré et très progressif pour plusieurs raisons. Alors d'une part, dans certains des grands pays émergents comme l'Inde, l'inflation a réaccéléré durant l'été, alors que elle avait décéléré au cours du premier semestre, que ce soit en Inde et pour l'ensemble des pays émergents. Deuxièmement, on a une tension sur les prix du pétrole et sur les prix alimentaires, donc ça, ce qui risque de nouveau alimenter l'inflation. Et puis troisièmement, dans plusieurs grands pays émergents, la situation du marché du travail est quand même tendue, avec des taux de chômage qui sont bas et éventuellement une inflation salariale très élevée ou assez élevée. Alors c'est le cas notamment de mémoire du Mexique, de la Pologne et de l'Indonésie, encore une fois. Et puis la Chine a retenu l'attention pendant les mois d'été. Ça plaiderait, on dirait, vu la problématique immobilière, ça plaiderait pour des baisses de taux d'intérêt. Mais de notre côté, il y a un souci de stabilité financière. Donc, entre les deux, qu'est-ce que les autorités vont privilégier? Alors, je pense que d'une manière générale, oui, cet équilibre que recherchent les autorités chinoises, va continuer d'être leur ligne de conduite. Il faut savoir qu'en Chine, il y a une détente monétaire au sens large depuis 2021, si on met l'année 2020 qui était très particulière. Il y a à la fois une baisse des taux d'intérêt directeurs, soit les taux d'intérêt qui guident les taux prêteurs des banques, donc en l'occurrence c'est le taux sur la facilité de financement à moyen terme qui a été rabaissé jusqu'à 2,5%, mais c'est également le cas du taux qui guide le marché monétaire et le marché interbancaire, en l'occurrence le taux des prises en pension à 7 jours, qui a été lui ramené à 1,8%. Alors à cela s'ajoutent dans le cas de la Chine des mesures dites réglementaires. Donc des mesures ont été prises pour soutenir le secteur de l'immobilier, assouplir les règles d'octroi de crédit, qui passent également aussi par des baisses de taux d'intérêt sur les crédits hypothécaires. Et puis ça se double aussi d'une manière générale par un soutien de l'État à la population pour qu'ils aient effectivement accès plus facilement à leur logement, que ceux qui se sont retrouvés coincés par la crise immobilière puissent avoir finalement accès à leur logement. Donc une politique assez globale pour maintenir le secteur en l'état. Alors cela dit, la Chine traverse une crise très profonde. Donc les mesures sont elles-mêmes limitées et l'impact des mesures... Crise immobilière. Oui, tout à fait, la crise immobilière. Alors, les mesures elles-mêmes d'assouplissement monétaire sont limitées parce que, pour deux raisons principales, d'une part, les autorités chinoises doivent soutenir le système bancaire, donc il faut éviter de baisser trop les taux d'intérêt, et puis d'autre part, elles veulent garder le contrôle de la dépréciation du renminbi, qui est positif en termes d'exportation, mais qui est évidemment négatif en termes d'inflation. Et l'impact elle-même de ces mesures, et notamment des mesures réglementaires, est limité parce que, pour deux raisons principales, d'une part, il y a une crise de confiance qui est difficile à endiguer, et puis deuxièmement, la dette, en tout cas la dette à la fois des collectivités locales et la dette du secteur de l'immobilier est toujours très importante. Alors cela dit, on ne croit pas à ce qu'on appelle le moment Lehman, parce que l'endettement ou le leverage, comme on dit, est surtout concentré dans le secteur de l'immobilier et peu dans les autres secteurs de l'économie. Donc on espère que les autorités monétaires chinoises vont pouvoir toujours naviguer en essayant de mêler la chèvre et le chou, c'est-à-dire le soutien à la croissance et la stabilité financière. Alors dans la panoplie des pays que tu couvres, il y a la Chine qui est un pays intéressant parce qu'il a peu d'inflation, et de l'autre côté, de l'autre extrême, il y a la Turquie qui a beaucoup d'inflation. Tu peux dire quelque chose? Le cas de la Turquie est quand même
étonnant parce que depuis 2-3 ans, la Turquie est totalement à contre-courant des autres pays émergents. Alors oui, effectivement, on va pas revenir sur toute l'histoire, mais il y a un revirement spectaculaire de la politique monétaire, dont le taux principal de la Banque centrale a été relevé de 8,5 à 25% en l'espace de quelques mois. Alors, ce revirement fait suite aux élections qui ont été remportées par le président Erdogan, mais qui a donné lieu à un changement à la tête de la Banque centrale et à la tête du ministère des Finances. Ce revirement monétaire, il était attendu parce que l'inflation a du mal à être endiguée en Turquie. Elle évolue conjointement avec la dépréciation du change, plus d'autres effets un peu plus structurels. Au premier semestre, l'inflation avait un peu ralenti et là, avec l'incertitude liée aux élections, on a eu de nouveau des tensions sur le change qui fait que l'inflation a réaccéléré au cours de l'été. Donc on attend encore des relèvements de taux directeurs de manière à pouvoir continuer si possible, d'éviter que l'inflation continue de progresser très fortement. Alors, il y a aussi un revirement, parallèlement à la politique monétaire, un revirement en termes de politique budgétaire. Parce que avant les élections, évidemment, les dépenses ont augmenté très fortement. On s'attend à un déficit budgétaire très important cette année, ce qui n'est pas un gros problème pour la Turquie parce que le taux d'endettement de la Turquie est plutôt bas et par rapport à la moyenne des pays émergents et évidemment par rapport à la moyenne des pays développés. Et ces mesures vont être concentrées sur le crédit à la consommation. Donc des mesures ont déjà été prises et vont être prises pour limiter le crédit à la consommation, de manière à limiter le déficit courant et puis espérer quand même limiter le déficit public avec d'autres mesures complémentaires en termes de fiscalité. Toute la difficulté du nouveau ministre des Finances, c'est aussi d'avoir en ligne de mire les élections municipales qui ont lieu l'année prochaine. Et on sait que le président Erdogan est très attaché à remporter la mairie d'Istanbul, qui n'est plus dirigée par quelqu'un de son parti. Ok, stay tuned comme on dit en anglais. Oui, exactement. Bon, merci beaucoup pour ces éléments extrêmement riches. Sans doute, tu vas les couvrir dans nos publications, notamment dans Eco Emerging. En tout cas, un très grand merci. En fait, on peut résumer que la perspective d'une détente monétaire aux États-Unis, d'un début de détente en 2024, devrait quand même donner de l'espoir, un certain soulagement. Et en même temps, il y a quand même une très grande hétérogénéité entre les différents pays que tu couvres, de par les situations très spécifiques. Donc, à nouveau, tu le couvriras avec ton équipe. Voilà, merci de nous avoir suivis pour ce numéro spécial consacré au taux d'intérêt avec tous les impacts et les anticipations et les projections que nous faisons à ce propos. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Je vous invite à nous retrouver à nouveau pour nos Eco TV Week et surtout également de visiter notre site web où vous trouverez nos publications hebdomadaires, mensuelles, trimestrielles, etc. et qui feront en détail le point sur les sujets économiques d'actualité. Merci beaucoup.